Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h. Voici les titres de ce journal. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. 2 décrets ont été pris, l'un relatif à la limitation d'âge des véhicules importés et l'autre concerne la durée d'exploitation des véhicules affectés au transport public. ICASA 2017 se poursuit ici à Abidjan. Le professeur Souleymane Boup y prend part. Il fait partie des premiers scientifiques à découvrir et décrire le VIH2, une forme de virus VIH. Une entreprise de fabrication de peinture sise à Marcory a pris feu aujourd'hui dans la matinée. De nombreux dégâts ont été causés, mais il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Bienvenue pour ce tour de l'actualité. Rendons-nous au palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres au cours duquel le gouvernement a adressé ses félicitations au président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a été ovationné pour la réussite du sommet Union africaine-Union européenne tenu les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan. Viviane Aïmé. Stand ovation des ministres pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara ce mercredi dans la salle du Conseil. Le défi de ce 5e sommet Union européenne-Union africaine organisé en terre ivoirienne les 29 et 30 novembre dernier a été relevé. La Côte d'Ivoire a bel et bien assuré. Même les plus grands dirigeants de l'Europe ont effectué le déplacement. Angela Merkel, la chancelière allemande, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, ainsi que tous les autres chefs d'État européens. Étaient présents de même les chefs d'État africains. Maître d'œuvre de cette belle réussite qui honore la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble des ministres ont chargé le vice-président Daniel Kablan-Duncan de traduire au chef de l'État leurs félicitations et leur admiration pour ce coup de maître. Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu me désigner en son temps, quand j'étais Premier ministre, d'aller donc à Bruxelles. En 2014, participer donc au sommet, le même sommet qui s'est tenu en 2014 à Bruxelles. J'ai regardé le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui étaient là-bas. Sauf erreur de ma part, il n'y en a pas eu autant qu'à Abidjan. Et ça, c'est dû à votre savoir-faire et votre qualité d'adresse. Mais ça dépend de votre aura que vous avez. Et je crois que c'est ça qui a fait bouger les choses à ce niveau. Et nous avons noté dans le cadre des réunions cette complicité extraordinaire que vous avez avec les uns les autres. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de l'Union européenne. Tous les responsables de l'Union européenne ont fait le déplacement d'Abidjan. Et ça, je crois que c'est quelque chose donc de particulièrement important à noter. Et je voudrais en terminant vous dire à quel point nous avons une grande admiration pour vous et pour le travail important que vous menez pour la Côte d'Ivoire. On le note pour les changements qui ont donc été accomplis dans ce pays. Je voudrais me permettre à nouveau que vous restiez assis, si vous permettez, Monsieur le Président, que nous levons pour faire le dernier banc spécial à votre honneur. Voilà. Voilà. À son tour, le président de la République a adressé ses remerciements et ses félicitations à tous les participants au sommet, ainsi qu'au comité d'organisation, aux forces de sécurité et au peuple ivoirien. Les 29 et 30 novembre dernier, notre pays a abrité le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Cette rencontre a vu la participation de plus de 80 chefs d'État et de gouvernement et qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et je crois qu'on peut le dire sans embâche, ce sommet a été un succès à tout point de vue et c'est grâce à vous, à chacun de vous, à tous les Ivoiriens, et nous en sommes très, 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 très fiers. Bravo, bravo, bravo. Mais ce sommet a non seulement démontré notre capacité d'organisation, mais il a également été l'occasion de définir les fondements d'une nouvelle relation entre l'Union africaine et l'Union européenne et entre les pays des deux continents. Il a permis de prendre des décisions et des engagements importants en faveur de la jeunesse dans les domaines de l'accès à l'éducation,
de la paix, la sécurité, la gouvernance, les investissements, la migration et la mobilité. Nos travaux ont ainsi abouti à une déclaration consensuelle, ce qui n'est pas chose facile, qui reflète la richesse du partenariat entre les deux continents. Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance de manière la plus solennelle à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux présidents des commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour leur participation à nos travaux et pour leur importante contribution. Et je voudrais citer tout particulièrement le président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, et le président du Conseil européen, Donald Tusk. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cet important événement, un signe supplémentaire du retour de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Je félicite tout particulièrement l'équipe nationale de l'organisation du sommet, avec à sa tête Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, bravo. Comme vous le savez, le vice-président était le président du comité d'orientation et d'impulsion. Monsieur le Premier ministre, vice-président du comité d'orientation et d'impulsion, le ministre des Affaires étrangères, qui est malheureusement absent en mission, président du comité de pilotage, le président du comité technique, ainsi que les 15 commissions que je me dois de citer pour dire notre appréciation. Il y avait donc la commission technique restauration, la commission protocole et accueil, la commission hébergement et réservation des salles, la commission santé, la commission technique sécurité, la commission technique transport, la commission budget et finances, la commission relations presse et TIC, la commission traduction interprétation, la commission salubrité. Toutes ces commissions sont des commissions techniques, bien sûr, la commission promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, la commission logistique, la commission programme des conjoints, la commission forum des jeunes et la commission forum des affaires. Bravo à chacune et à chacun des responsables de cette commission. Et bien sûr à tous les membres et tous ceux qui ont travaillé à l'intérieur de ces commissions. Je sais qu'ils ont tous travaillé sans relâche et en bonne intelligence avec les commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour réussir ce grand événement. Je félicite également les éléments de la police, Monsieur le ministre de la Sécurité, de la gendarmerie et des forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour la parfaite sécurisation de ce grand sommet. Ceci n'était pas chose facile. Je félicite enfin tous nos compatriotes, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, pour votre disponibilité, pour l'accueil, pour votre hospitalité et aussi votre compréhension, car organiser un tel événement, bien sûr, peut causer quelques désagréments. Mais vous avez été à la hauteur et je voudrais vous dire un grand merci et toutes mes félicitations à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne et à toutes les populations vivant sur notre territoire national. Et le peuple ivoirien a été conforme à sa tradition d'hospitalité. Et vous avez contribué largement à cette occasion, à ce grand événement. Je dois vous dire que je suis particulièrement fier de mon pays, de mes compatriotes, bien sûr du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et au niveau de la présidence, je voudrais saluer à nouveau le dévouement et la présence du vice-président à l'accueil avec moi ou sans moi de tous les chefs d'État et de gouvernement. Et je voudrais souligner que c'est la première fois qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne,
qu'un pays organise ce sommet. Donc nous pouvons être fiers de la parfaite organisation. Et je vous dis que moi, je ne suis pas surpris parce que la Côte d'Ivoire est de retour. Bravo à vous, chers compatriotes. Une nouvelle salve d'applaudissements a salué cette adresse du président de la République. Le Conseil des ministres a permis de prendre 2 décrets, l'un relatif à la limitation d'âge des véhicules importés, l'autre concerne la durée d'exploitation des véhicules affectés au transport public et de personnes privées. D'autres mesures ont été prises, on en parle avec Viviane Aimé. Face au grand nombre de véhicules vieillots à usage de taxi-compteurs, de woro-woro, de baka ou de cars de voyage, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 6 décembre sous la présidence du chef de l'État, a pris 2 grandes décisions concernant tout d'abord l'âge limite pour les véhicules d'occasion importés à usage de transport public. L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes, et l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés est fixé à 5 ans, à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Ce dispositif, vous l'aurez compris, vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route en Côte d'Ivoire, vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à limiter la pollution qui induit des problèmes de santé pour nos populations. L'autre décision concerne la durée d'exploitation des véhicules à usage de transport public. La nouvelle armée ivoirienne, souhaitée par le gouvernement, se dessine tout doucement, une armée rajeunie. Ainsi, pour la première fois, près d'1 millier de militaires sont sur les rangs pour un départ volontaire des armées. Le Conseil des ministres a validé leur décision de départ. Au 31 octobre 2017, date limite fixée pour le dépôt des candidatures, 991 demandes sur 1067 avaient obtenu un avis favorable de la commission d'examen des demandes de départ. Il s'agit de 3 officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires du rang. Les militaires concernés seront mis à la retraite, donc par anticipation, à compter du 31 décembre 2017. Avant cette date, ces militaires recevront leur pécule de départ. Ils seront ensuite rayés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire et seront admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Une cérémonie officielle sera organisée le 20 décembre 2017 à l'état-major général des armées à cet effet. Par ailleurs, le Conseil a donné son accord pour la participation d'un bataillon ivoirien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le prochain Conseil des ministres se réunira le jeudi 14 décembre prochain. À l'issue de ce conseil, le ministre des Transports était face à la presse. Amadou Koné a souligné le bien fondé des mesures prises sur les véhicules d'occasion pour les populations et les transporteurs. Nous l'écoutons. La volonté donc, du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte que nos compatriotes, quelle que soit la classe sociale, puissent se déplacer dans de meilleures conditions, évidemment à moindre coût, que nous puissions également, en termes d'image, faire en sorte que le transport dans notre pays ait une image beaucoup plus reluisante. Et l'État s'engage à travailler aux côtés des transporteurs pour faire en sorte que toutes les mesures soient examinées pour que nous puissions aider à travers notre politique de renouvellement du parc automobile pour faire en sorte que nous relevions la qualité du transport en Côte d'Ivoire.
C'est une nécessité pour des questions environnementales. C'est une nécessité pour des questions économiques. C'est aussi donc une nécessité pour des questions donc, de sécurité sociale. Et cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire au plan culturel, le Zaoli fait partie désormais du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Le Zaoli est un masque du peuple Gouro de la région de la Maraoué au centre-ouest du pays. Pour le ministre de la Culture, Maurice Bandama, cette décision de l'UNESCO consacre la vivacité de la culture ivoirienne. Issaïou. Un autre laurier sur le plan culturel pour la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le Zaouli, masque du peuple Gouro, dans la région de la Maraoué, est désigné patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après donc l'inscription en 2012 de la ville historique de Grand Bassam sur le patrimoine matériel, après l'inscription en 2013 du Djegele de Balafon Sénifo sur la liste du patrimoine immatériel, en 2017, c'est le Zaouli qui vient d'être inscrit. Nous sommes donc un pays de beauté, un pays de richesse, et notre devoir, c'est de faire voir toutes ces beautés. Cette désignation du Zaouli, patrimoine mondial immatériel, consacre la richesse de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Houphouët-Boigny que cette danse a été découverte par la majorité des Ivoiriens, car il manifestait son intérêt pour cette danse, qui n'était pas que danse, mais qui est aussi porteuse de valeurs à travers cette figure féminine, traduisant la féminité, la beauté, mais également l'amour. Créée dans les années 1950, la danse populaire de Zaouli est inspirée de Djé Lalou Zaouli, un masque du village des Rabi Seifla, qui signifie Zaouli, fille de Djela. Parlons développement. Les femmes de la Bagoué ont rendu hommage au président de la République qui met tout en œuvre pour promouvoir l'autonomisation de la femme et le genre. Plusieurs femmes de la région sont aux instances de décision, c'est ce que nous dit Léon Brou. Pas mieux que les femmes de la Bagoué pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, explique Mariatou Kone avec à la clé un argument. La chute de l'indice de pauvreté de 68,5% avant 2015 grâce aux retombées de la politique du chef de l'État sur les femmes de la région. Accès aux soins et à l'eau potable, activité génératrice de revenus financée par le PAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le tout couronné par la promotion des compétences féminines de la Bagoué, entre autres illustrations, la parlementaire Mariam Traoré, la ministre Mariatou Kone et sa collègue Kandia Kamara, récemment promue secrétaire générale du RDR. Merci pour l'affection, l'estime, le soutien et la confiance que vous m'avez toujours témoigné, et aussi à mes frères et sœurs, tous ici présents. Nos populations, pour rompre avec des traditions séculaires, ont besoin de modèles visibles, palpables, concrets, pour prendre l'option du changement, afin de mieux percevoir la portée de certains messages du gouvernement. Ces nominations sont certainement des sources de motivation supplémentaires à la scolarisation de la petite fille. Et ce n'est pas exagéré car déjà le taux général de scolarisation dépasse les 80% avec plus de 50% pour la petite fille. Reste un centre hospitalier régional et la femme de la Bagoué sera totalement épanouie. À cette requête, réaction spontanée du représentant du chef de l'État. Vous avez posé le problème du CHR de Boudiali. Je peux vous dire que je transmettrai le message et je suis sûr que dans quelques semaines, le président me dira de vous dire que oui, vous aurez donc votre CHR. Donc restez tout simplement à l'écoute du président Alassane Ouattara. Ce centre hospitalier régional, ajouté à l'hôpital général ultra-moderne de Kouto, en cours de réalisation et celui de Tengrela en voie de réhabilitation, va améliorer le plateau technique et l'offre de soins dans la région de la Bagoué.
Un mot d'infrastructure, plusieurs grandes voies de Koumassi, commune du district d'Abidjan, sont désormais ouvertes à la circulation. Fermées quelques mois pour travaux, ces voies sont aujourd'hui praticables grâce aux travaux provisoires de reprofilage entrepris par le gouvernement pour rétablir la circulation. Le constat de Francis Boifou. Koumassi, Carrefour Baradji, circulation dans tous les sens. Mardi, après des travaux initiés par le gouvernement. Quand on trouvait que non, le carrefour était délaissé, parce qu'on ne peut plus passer, venir au marché, même on avait des problèmes avec nos mamans. Nous-mêmes, on ne peut pas passer les voitures, mais aujourd'hui, là, on peut passer. Si on arrive à circuler, c'est l'essentiel. Objectif immédiat atteint, selon le ministre des Infrastructures économiques. Aujourd'hui, les bus commencent à circuler dans Koumassi. Les populations elles-mêmes le voient. Nous avons rétabli la circulation sur presque l'ensemble des grandes voies de Koumassi. Alors, quelles sont les solutions que nous avons apportées? Nous avons donc fait des solutions qu'on peut dire provisoires. C'est-à-dire on a envoyé du gravier qu'on a mis sur la route pour permettre à la circulation de se faire. La circulation désormais rétablie sur les grandes artères de Koumassi, mais le problème d'assainissement demeure. Un appel pour demander à nos populations d'avoir des fosses septiques chez elles. Parce que lorsque vous regardez, toutes les eaux qu'on a sur les routes sont des eaux qui viennent des douches, des domiciles. Lorsque les problèmes d'assainissement seront réglés, nous allons donc faire la route définitive. Mais nous voulons rassurer les populations à la demande du Premier ministre pour dire que nous allons donc maintenir la vigilance de sorte que ces voies soient praticables toute l'année. Je voulais lancer un appel à la compréhension des uns des autres, un appel au civisme. Ce sont des gros investissements qui sont en train d'être faits, même si c'est provisoire, que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer pour la pérennisation de ce qui est en train d'être fait. En attendant le bitumage, les travaux de réhabilitation provisoire des rues se poursuivent à travers la commune. Dans un autre registre, la deuxième édition du forum égyptien dénommé Africa 2017 pour la promotion du commerce et des investissements dans les pays africains s'ouvre demain. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu parmi les nombreux chefs d'État et de gouvernement invités à prendre part à cette rencontre à Sharm el-Sheikh. Jérôme Kofi Aboulé. Africa 2017, une rencontre qui se veut un événement des plus attendus à Sharm el-Sheikh, cette cité balnéaire en Égypte. Il s'agit d'un forum égyptien et non d'un sommet Égypte-Afrique comme c'est bien le cas avec la Chine ou le Japon. Cette rencontre qui va se dérouler en 3 jours, précisément les 7, 8 et 9 décembre 2017, vise à faire la promotion du commerce et des investissements sur le continent. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement et autres décideurs ou dirigeants des institutions telles la BAD et Afreximbank y seront présents. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en fait partie. Son arrivée à ce rendez-vous est prévue le jeudi 7 décembre. On s'accorde à dire dans l'entourage du président égyptien que c'est l'occasion inégalée de réunir les bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique censés faire progresser des projets transformateurs. Les travaux porteront pour l'essentiel sur les moyens de libérer le potentiel du continent en matière de promotion des échanges intra-africains. Africa 2017 en sera à sa deuxième édition après celle de 2016. Mais en guise de rappel, une rencontre similaire avait été initiée 1 an avant la première édition par le président Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre de la nouvelle stratégie africaine de l'Égypte. L'objectif du chef de l'État égyptien étant de renforcer l'engagement de son pays à améliorer sa politique d'intégration économique et culturelle en Afrique. À la faveur de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, à la rencontre du professeur Souleymane Mboup. Il fait partie des premiers scientifiques à découvrir le VIH-2, une forme de virus VIH. Il parle de cette découverte et de son institut de recherche à Dakar dans ce reportage signé Delphine Gla. À la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, cet homme, il est connu dans la communauté scientifique mondiale pour avoir été l'un des premiers à découvrir et décrire en 1985 le VIH-2, une forme de virus VIH touchant essentiellement la population de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on n'avait pas toutes les techniques, donc il a fallu envoyer quelques échantillons aux États-Unis qui ont confirmé le profil qu'on avait vu. Et c'est là qu'on venait de découvrir le virus du singe. Et quand on a comparé les échantillons avec ceux du virus du singe, on s'est rendu compte que les personnes au Sénégal qu'on avait avaient une réaction qui était plus proche
du virus simien, du virus du singe, que du virus humain. Et c'est ainsi qu'on a découvert un second virus qui était beaucoup plus du virus du singe que du virus humain, qu'on a appelé le VIH2 et qui est le deuxième virus du sida. Aujourd'hui, 32 ans que le VIH2 fait aussi des victimes. Ce virus s'avère en effet être différent du VIH1 découvert quelques années plus tôt par le professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur. On a suivi encore cette cohorte pour connaître à l'époque ce qu'on appelait l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution du virus. Et on s'est rendu compte que c'est un virus qui circulait beaucoup plus longtemps que le VIH1. Par exemple, au Sénégal, on a des traces du virus depuis 1960, mais qui s'est avéré être un virus moins transmissible sexuellement, moins transmissible de la mère à l'enfant, qui avait un taux de progression vers la maladie qui était beaucoup plus faible que le VIH1 de manière globale. Le 1 actuellement, si vous prenez l'exemple du Sénégal et de beaucoup de pays, vous voyez que le 1 est en train de progresser alors que le 2 est en train de disparaître. Il faut rappeler que c'est en 1994, après une étude de 8 ans sur les prostituées sénégalaises porteuses du virus baptisé VIH2, que le professeur Mboup arrive à déterminer les caractéristiques de la nouvelle souche. Aujourd'hui, il dirige l'un des laboratoires de diagnostic les plus avancés en Afrique, et c'est à Dakar. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, le professeur Mboup a félicité le gouvernement ivoirien pour l'organisation d'ICASA 2017. Il tenait aussi à montrer son engagement à lutter contre cette pandémie, même si les résultats positifs sont obtenus dans le cadre de la lutte selon l'ONU-SIDA. 6 priorités se dégagent, notamment l'obligation de protéger les jeunes filles et les femmes, le refus de la discrimination, de l'exclusion et de la stigmatisation des malades. Un incendie s'est déclenché aujourd'hui en cours de matinée à l'usine Drocolor, située dans la commune de Marcory. Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Chris Diomandé, Franck Wadiou. Explosion et mini-geyser de flammes visibles de loin. Il a fallu plus de 3 heures pour maîtriser ce feu ravageur dans cette entreprise de fabrication de pots de peinture. On travaillait, le feu a éclaté. Vraiment, ça nous a étonnés. Selon des témoins, l'incendie s'est déclenché aux environs de 9 heures. D'abord, ça commençait par un petit déclenchement sur le mode disjoncteur, mais dans un labo. Mais comme vous savez qu'on utilise des produits chimiques, c'est des trucs qui sont très inflammables. C'était un petit foyer, mais le temps de voir un peu comment il fallait intervenir, en tout cas, ça a pris beaucoup d'ampleur. Sur les lieux, plus d'une centaine d'éléments des forces de secours, les sapeurs-pompiers, les forces françaises, le port autonome et d'autres structures mobilisées pour venir à bout de l'incendie. Sur les lieux, nous avons constaté un embrasement quasi généralisé de la structure et localiser des foyers dans la zone de production de l'usine. Les dégâts matériels sont effectivement importants, mais nous avons pu enrayer les propagations. Il n'y a pas de morts, quelques incommodés juste par les fumées, mais nous avons une ambulance de réanimation avec un médecin qui les a pris en charge. Concernant les causes du sinistre, les responsables des lieux se sont refusés à tout commentaire. La superstar de la variété et du rock français Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, s'est éteint à Marne-la-Coquette en France dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Il aura bercé des générations. En 57 ans de carrière, il a vendu 110 millions de disques, obtenu 40 disques d'or et archive plus de 1000 chansons. Retour sur l'histoire d'un monument de la musique française en chiffres avec Christelle Menon.
Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Je ne veux pas savoir combien de temps vous allez rester près de moi, mais je veux que vous sachiez une chose. C'est qu'ici, vous êtes chez vous. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne suis pas rock'n'roll. C'est la musique que j'aime. Ça, c'est le blues. Ouais. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Oh, allumer le feu. Et que ce soir je vous dis adieu. J'ai oublié des rêves et des merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, ou l'envie d'avoir envie, pour vivre ma vie. Ces pans de la vie de Johnny Hallyday en images sont une sélection de Christelle Menon. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Bonne fin de soirée.